Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Il y a lieu de constater qu'au cours de cette dernière décennie, l'Afrique a été de loin le continent qui aura enregistré le plus grand nombre de coups d'État dans le monde. Le plus récent est donc celui survenu en Guinée-Conakry dimanche dernier. Alpha Condé a été renversé par le groupement des forces spéciales. Mali, Tchad, Guinée, les militaires sont de retour sur la scène politique pour soi-disant restaurer la démocratie. Mais pourquoi les forces spéciales sont toujours derrière tous les coups d'État qui surviennent en Afrique? Suivons maintenant le décryptage de la situation par les analystes qui sont sur le plateau de Dash TV. Suivons. Depuis l'année dernière, l'Afrique noire a subi 6 coups d'État. Le plus récent est celui survenu en Guinée-Conakry dimanche dernier. Alpha Condé a été poussé vers la sortie par le groupement des forces spéciales. Il était président de la Guinée depuis 2010. Celui-ci briguait un troisième mandat que l'opposition et une partie de la population trouvaient être de trop, au vu notamment d'un bilan entaché par des violences et une crise alimentaire. Suzanne Kalalobé, journaliste, éditorialiste, et Serge Espoir Matamba, hommes politiques, sont des nôtres aujourd'hui pour discuter de cet événement. Avec eux, nous reviendrons sur les conséquences sociopolitiques, mais aussi économiques de cette affaire. Bonsoir Suzanne. Bonsoir Amandine. Bonsoir Serge. Bonsoir. Alors, je vais tout de suite en venir à la première question. Qu'est-ce que vous pensez, quelle est votre appréciation de cette situation, de ce putsch militaire qui se déroule en ce moment en Guinée-Conakry, Suzanne? Bon, on pourrait penser que c'est quelque chose de prévisible dans la zone sahélienne, parce que les pays de cette zone sont sujets à beaucoup de troubles, beaucoup d'enjeux et beaucoup d'appétit. Quand on regarde un pays comme la Guinée avec son uranium, la bauxite, on peut considérer qu'il y a là une part qui n'est pas seulement la main de Dieu, mais une certaine main noire ou rouge, attisée par les appétits des multinationales. Ensuite, on peut estimer que 6 coups d'État il y a eu, peut-être que Alpha Condé n'a pas suffisamment mesuré l'ampleur je dirais, des mécontentements dans sa le population staff militaire. Pas la population. Moi, je ne pense pas que ces militaires sont porteurs des aspirations des populations. Sinon, ils ne feraient pas un coup d'État, ils attendraient les élections et puis, bon, ma foi, on verra qui serait élu. Donc, je crois que c'est un cycle. Ou bien ce sont des mécanismes inhérents à la zone du Sahel. Parce que c'est une zone qui est à la fois confrontée au djihadisme, à la fois confrontée aux appétits des multinationales, en même temps que les pays autour se sont trop vite précipités entre les mains de la coopération militaire française. À partir de là, ils sont sujets à je dirais, des symptômes ou des toussotements de cette nature. D'accord, Serge, après le 2 coups d'État au Mali, au Niger, si on va parler de celui de Madagascar qui a échoué, et maintenant celui de Guinée, quelle est votre appréciation à vous aussi de cette situation-là? Il faut déjà dire que c'est une grosse désolation pour moi. Je ne saurais accorder, n'est-ce pas, du crédit à ce qui se passe dans nos différents pays. Je vais le dire ainsi parce que je considère ces pays ne sont pas très différents du nôtre. Mais il faut surtout questionner les causes et non faire une lecture des conséquences de ce que nous pouvons voir. Et nous devons nous rendre compte immédiatement et très rapidement que nous avons accepté quelque chose qui ne rentre pas dans notre façon d'être, c'est-à-dire la démocratie. Nous l'avons accepté, nous avons décidé d'entrer dans la démocratie, même si c'était au forceps. Aujourd'hui, après près de 50 ans ou plus de 50 ans d'indépendance pour plusieurs pays, nous sommes restés dans la démocratie. Comme pour dire que nous n'avons pas grandi, nous ne sommes pas matures, on nous dit ce que nous avons à faire, on nous dicte ce que nous avons à faire et nous suivons tout simplement comme des moutons. Je crois que le véritable problème que nous avons aujourd'hui, même si il existe, même comme, autant pour moi, pardonnez-moi, même comme il existe des mains étrangères, démontre à suffisance que nous n'avons pas reçu l'éducation qu'il faut pour être nous-mêmes des hommes appelés, n'est-ce pas, à diriger nos pays, appelés à vivre dans nos différents États. Parce qu'il est inadmissible qu'au XXIe siècle encore, nous soyons de ça des objets de manipulation pour des besoins des différents pays ou alors des entreprises
qui, n'est-ce pas, tirent tout simplement du profit de nos différentes Mais richesses. lorsque vous parlez des causes, j'ai envie de dire, est-ce que l'Union africaine et les organismes internationaux n'échouent pas un tout petit peu dans leur rôle quand on sait qu'ils ont un rôle, une mission d'observation dans nos différents processus électoraux? Écoutez, il faut déjà questionner même ces différentes caisses, je ne vais pas appeler ça caisse des résonances, parce que quand vous savez, vous voyez la structuration même de l'Union africaine, comment est-ce que l'Union africaine est financée, vous comprenez que l'Union africaine même n'a pas les mains libres. L'Union africaine, n'est-ce pas, joue un rôle et il faut bien satisfaire le principal ou alors les financiers de l'Union africaine. C'est difficile de voir aujourd'hui des dirigeants qui parviennent à tenir, à prendre un discours pour leur peuple et tenir et réussir, n'est-ce pas, à rester au pouvoir. Mais la faute revient, n'est-ce pas, à ces dirigeants qui ont très peu de vision et qui se disent, qui, ma foi, sont très mal élus, parce que voilà un autre problème. Si vous êtes mal élu, si vous avez été, n'est-ce pas, mis au pouvoir, où vous avez accédé au pouvoir par des mains qui ne sont pas des mains naturelles qui vous conduisent au pouvoir. Le scrutin Donc, normal. il est évident que vous serez là en train de remplir, n'est-ce pas, des missions des autres. La conséquence directe, c'est que le peuple ne vous accompagnera jamais et ne sera jamais avec vous. Et chaque fois qu'il y aura, n'est-ce pas, une situation, le peuple se sentira tout simplement satisfait. Donc, si je vous suis, je vais dire que, on va dire que l'observation de l'Union africaine et des autres organismes internationaux n'est qu'une façade. Parce que lorsqu'il y a coup d'État, on a des organismes qui sanctionnent, qui, de manière générale, font des sorties pour condamner, voilà, ces actes-là. Mais à chaque élection, on a difficilement comment dire ça, des rapports qui disent que ça s'est mal déroulé, où il y avait pas, où celle-ci est entachée d'inégalité. Vous le dites si bien, à chaque élection, ces organismes difficilement disent que l'élection est entachée, l'élection s'est mal passée. Ces organismes valident la mauvaise élection. Et plus tard, quand vous constatez, comme ce qui se vit aujourd'hui en Guinée-Conakry, un coup d'État, qu'est-ce que les organismes font? Ils condamnent, mais après, ils collaborent. Oui, finalement. Donc, est-ce qu'on peut dire, de manière générale, je le demande à Suzanne, que l'Union africaine et ces organismes-là sont un tout petit peu complices de ces dirigeants? Pour moi, la question ne se situe pas au niveau où lui le situe, ni même à la manière dont vous posez la question. À quel niveau? Se situe, c'est-à-dire que l'économie du monde est interdépendante. Okay. Et aujourd'hui, cette économie est dominée par les multinationales. Multinationales qui exploitent les richesses, multinationales qui convoitent le minerai comme la bauxite et l'uranium, multinationales qui jouent les gendarmes du monde et qui imposent par exemple à Davout un certain ordre du monde, de manière générale. Ensuite, personnellement, je ne suis pas d'accord avec M. Matomba quand il dit nous ne sommes pas prêts pour la démocratie. Ce n'est pas une question anthropologique, c'est d'abord une question économique et de pouvoir politique. Il est vrai. Donc il faut avoir les moyens de sa politique. D'abord, il faut avoir les moyens. Si on veut être libre et indépendant, ça veut dire que... D'abord, il faut avoir les moyens, mais ensuite, il faut prendre la mesure de la dépendance économique. Okay. Ensuite, il faut savoir comment se prémunir contre les multinationales. Mais quand on regarde ce qui se passe en Afghanistan, 22 ans après que le peuple afghan se libère en quelque sorte des États-Unis, il faut voir quelle est la mesure des choses et jusqu'où et jusqu'à quel point les multinationales peuvent aller trop loin. Alors bien sûr, on peut accuser, comme vous le faites, l'Union africaine d'être complice, etc. Moi, de fermer les yeux sur des mauvaises gouvernances, par exemple. Je n'irai pas jusque-là, c'est vous qui dites que c'est une mauvaise gouvernance. Il faut l'évaluer. C'est vous qui pensez que c'est la mauvaise gouvernance qui donne lieu à des coups d'État. Non, il y a beaucoup de pays dont selon vous, quelles sont les causes de ces coups d'État? Les causes, c'est la recherche du contrôle des ressources nationales. Et tant que, si vous voulez, les pays ne s'organisent pas, et les pays du Sahel sont extrêmement fragiles, et ils sont extrêmement fragilisés. Le groupe du Sahel contient le Niger, la Guinée, le Tchad, le Mali, et tous ces pays-là sont exposés au vent du djihadisme. Ils sont exposés aussi à la férocité des multinationales. Un type comme Alpha Condé, dont on peut penser qu'il avait une expérience politique, à mon avis, n'a pas réussi à se prémunir de tous ces démons-là et n'a pas réussi à s'organiser pour cela. Et peut-être il y a eu un déficit démocratique en Guinée, sans doute. Peut-être est-ce qu'il a un peu perdu la tête parce qu'il a pris trop de pouvoir, mais même s'il avait gardé la tête froide,
on l'aurait débarqué de cette manière. À un moment donné. Ouais, de toute façon. Et maintenant, si vous voulez, la réponse, ce n'est pas dans l'Union africaine en tant que telle. La réponse est de manière régionale, dans les différents pays concernés, de mettre en place une ceinture de sécurité. Il me souvient qu'il existe ce qu'on appelle le groupe Sahel, et c'est un groupe, si vous voulez, qui réfléchit depuis des années sur les causes anthropologiques, culturelles, politiques, économiques et religieuses de la situation de précarité dans laquelle vit cette région. Mais je crois que la solution militaire n'a jamais été envisagée autrement que par la coopération militaire avec les forces extérieures. Or, ces forces-là sont dominées, à mon sens, par les multinationales. Les multinationales des armes. J'allais demander, est-ce que le problème de ces pays dans lesquels il y a parfois des coups d'État, c'est pas le fait que la base aérienne, soit la base militaire, soit étrangère? Ben, il faut comprendre que ce n'est pas trop le fait que la base arrière soit n'est-ce pas, étrangère. Non, c'est un problème d'éducation, surtout. Et c'est à ce niveau que je ne serais pas d'accord avec ma grande sœur, Suzanne, en lui disant qu'on nous a toujours présenté le problème de l'Afrique et de nos différents pays comme un problème économique. Okay. C'est à ce niveau que nous réussissons à accorder beaucoup d'importance à ces différentes multinationales. Et pourtant, notre problème réel est ailleurs. Il est beaucoup plus, il est culturel. Parce qu'à partir du problème culturel, nous allons résoudre forcément le problème économique qui sera une économie qui scie à nos valeurs et à notre environnement. Parce qu'aujourd'hui, même si nous voulons bien dire et démontrer que le problème est, n'est-ce pas, la présence de ces multinationales qui pillent nos pays, mais qui est-ce que ces multinationales utilisent dans nos pays? Ils n'utilisent pas des étrangers forcément, ils utilisent des nationaux. À qui on a montré quoi? À qui on a montré que pour être valeureux, pour être admiré et apprécié, il vous faut avoir des immeubles, il vous faut avoir des voitures, quitte à ce que votre salaire, n'est-ce pas, ne rime pas avec cela, mais il vous faut forcément cela. Et ces nationaux qui ont donc perdu toute notion culturelle, et qui ont perdu toute notion de ce qui serait, n'est-ce pas, la véritable valeur humaine, se laissent donc entraîner par ces multinationaux, d'où la rupture avec l'éducation que nous devrions avoir pour une éducation occidentalisée qui, n'est-ce pas, sert les intérêts de ces derniers. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix du fait, n'est-ce pas, de refuser de comprendre en réalité qui nous sommes et de refuser d'admettre qui nous sommes. Les excuses que nous allons trouver sont celles-là. La présence étrangère, les militaires étrangers, l'économie, les multinationales, ce sont des excuses pour moi. Et j'estime qu'au XXIe siècle, nous ne devons plus être ceux qui, n'est-ce pas, sont en train de pleurnicher aujourd'hui au lieu d'apporter des solutions réelles aux problèmes que nous avons tous les jours. Quand vous parlez d'éducation, Serge Espoir, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, l'homme fort de la Guinée, qui est le chef poutiste en ce moment, est un produit quand même de la Légion étrangère française. Donc, est-ce que là, c'est une question de mentalité quand on sait qu'il a fait toutes ses classes en Occident? Est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine instrumentalisation? Ici, on ne parle pas... une éducation répond à un environnement précis. Okay. Une éducation répond à un milieu, à un projet, si vous voulez. Quand on parle d'éducation, on a une vision de ce qu'on voudrait de notre société. À partir de cela, on adapte donc l'éducation en fonction de ce qu'on veut. Okay. Quand vous parlez de cet homme fort, qui vient, n'est-ce pas, qui est un ancien légionnaire, n'est-ce pas, d'une armée française, de ce côté-là, ils ont un enseignement précis. Et quand il vient en Afrique, quand il est rappelé par Alpha Condé pour venir servir et travailler pour la Guinée, il a dans son subconscient et dans sa conscience une éducation qu'il a reçue qui n'a rien à voir avec celle qu'il devrait en principe recevoir. Donc, et vous comprenez que les actes qu'il pourrait poser, ma foi, même si elles sont quelque part justifiées, ne seront pas totalement justifiées. Mais Suzanne, ne pensez-vous pas qu'il y a une instrumentalisation derrière Non, je voudrais revenir sur une question de fond. Je ne suis vraiment pas d'accord avec l'absence de hiérarchisation que Serge Matomba fait. C'est-à-dire que
Quelle est la cause de tel ou tel phénomène? Lui, il pense que c'est l'éducation. Moi, je pense que la structure de l'économie induit un certain nombre de modes de vie et de comportements. Si on n'a pas conscience de cette aliénation économique qui produit des valeurs, qu'on le veuille ou pas, qui produit des comportements, qui produit des rapports de force, alors on ne s'en sortira pas. Bien sûr, s'approprier de notre culture, c'est une chose, mais construire notre culture à partir de la maîtrise de notre richesse, c'est important. Pour revenir au coup d'État, si on les considère comme des accidents liés au fait que nous sommes aliénés culturellement, on ne s'en sortira pas. Tant qu'on ne saura pas et qu'on ne verra pas, parce que le monde est là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 50 ans après ce qu'on appelait les indépendances, il y a des multinationales qui veulent contrôler les richesses du monde. Et dans la région du Sahel, s'il y a autant d'instabilité, c'est bien parce que ces multinationales activent les guerres. Alors que ça soit, quand vous l'appelez Mamadou Doumbouya ou n'importe lequel d'autre, comme ceux qui ont fait le coup d'État au Mali, eh bien, il faut savoir qu'ils sont, oui, instrumentalisés eux aussi. Mais ils sont instrumentalisés par qui? C'est ça la grande question. Est-ce qu'ils sont instrumentalisés parce que culturellement ils ont reçu une éducation ailleurs, ou bien ils sont instrumentalisés parce qu'ils sont financés par ceux des groupes, parce qu'ils sont des financés, ils sont multinationales protégés, qui veulent le contrôle de ces richesses-là. Tant qu'on ne résout pas cette équation, on pourra toujours avoir les discours que l'on veut, de bonne volonté, approprions notre éducation, etc. Je ne pense pas que Alpha Condé ni Mamadi Doumbouya soient des gens qui ne sont pas conscients de qui ils sont. Pour avoir connu Alpha Condé à l'époque où j'étais jeune, il savait qui il était parfaitement culturellement. Pour l'avoir vu gérer la Guinée, peut-être mal, il savait très bien qui il était. Seulement, avait-il les moyens de son émancipation et de son indépendance? Je dis non. Et c'est là-dessus qu'il s'est endormi. Il a oublié que les rapports de force Suzanne, on a l'impression que généralement ces hommes qui arrivent au pouvoir un peu de manière inappropriée, je dirais, quand ils arrivent, ils ont plein de rêves dans la tête, mais la réalité est tout autre, où après ils prennent goût à ce qu'on appelle le pouvoir. Non, d'abord, ce n'est pas juste de dire qu'Alpha Condé est arrivé de manière inappropriée, c'est faux. J'ai généralisé. Non, non, ne généralisez pas. J'ai généralisé parce que je parle des coups d'État. Non, ce n'est pas juste. Je pense les gens qui arrivent, ne dites pas que... Le coup d'État n'est pas légal. Attendez, si vous me permettez, s'il vous plaît. Le coup d'État, c'est vrai que c'est une rupture, une fracture. Mais dire qu'ils arrivent de manière inappropriée parce que c'est une rupture, ce n'est pas juste. Ils ne sortent pas du néant, contrairement à ce que vous pensez. Moi, je parle de loi. Sur le plan du droit, de parler du droit, le coup d'État, c'est illégal. Mais ils ne sortent pas du néant. Parce que vous parlez, bon, inapproprié, ils ne sortent pas du néant. Ni Alpha Condé, ni Mamadi Doumbouya. Ce sont des gens du terroir. C'est des gens qui appartiennent à la technostructure. Maintenant, la question de fond, c'est le contrôle de cette technostructure. Mais comme c'est une technostructure complexe, qui est dépendante et qui est liée à ces multinationales, qui est dépendante de ces multinationales, ce que Alpha Condé a eu tort de faire et ce que le groupe Sahel doit faire aujourd'hui, c'est de sécuriser ses propres ressources. En a-t-il les moyens? C'est là-dessus qu'il faut qu'il travaille. Et j'en finis avec l'Union africaine. L'Union africaine, ce n'est pas une coquille vide artificielle qui existe à côté des États. L'Union africaine est la somme de tous ces États-là, avec toutes ses faiblesses et toute leur complexité. Et même l'Union africaine, je pense, n'a pas pris la mesure, je dis bien la mesure, de l'appétit féroce des multinationales et leur désir de contrôler cette partie de notre continent. Et c'est Jaspoir. Alors, j'aimerais savoir, on a vu des populations, une partie de la population, je ne dirais pas toutes, heureuses et contentes de ce putsch-là, de ce coup d'État. Quelles pourraient être, sur le plan social, les conséquences directes de ce coup d'État en Guinée? On va le constater d'ici 1 ou 2 mois. Il faut dire que, à suivre les discours déjà des putschistes, des personnes qui ont décidé comme ça de prendre le pouvoir par les armes, et à voir comment du jour au lendemain on ferme les frontières, un jour, le lendemain on ouvre et on demande aux sociétés, n'est-ce pas, d'exploitation minière de continuer leur travail normalement. Comme si de rien n'était. On peut très rapidement comprendre dans le fond, n'est-ce pas, ce qui se passe. Mais je voudrais ici dire, pour revenir un peu sur ce que sur le débat de tout à l'heure, c'est que renvoyer la responsabilité totale de ce qui se passe sur l'économie et les multinationales ne devrait pas
nous amener à nous dédouaner de notre responsabilité. Mon problème ici, c'est notre responsabilité. Parce que l'excuse que nous avons, c'est de dire que c'est à cause des autres que ça arrive. Oui, ils ont leurs envies. Et c'est tout naturel qu'ils se battent pour leurs intérêts. Mais pourquoi servons-nous donc? Pourquoi nous mettons-nous au service de ces intérêts-là? Il s'agit de cela. Lorsque je parle de notre responsabilité, de la révolution dont l'Afrique a véritablement besoin, et nos différents pays, qui est avant tout culturel, c'est cette révolution qui va nous amener, n'est-ce pas, à comprendre que nous avons des valeurs, et des valeurs à protéger, des valeurs à ne pas vendre. Parce que lorsqu'on arrive à se commercialiser soi-même, et qu'on sert, n'est-ce pas, d'excuses pour détruire, entre parenthèses, notre pays ou servir les intérêts des multinationales, ça veut dire qu'on a perdu l'essence même de notre existence parce que, évidemment, on a mis un pan en avant qui est l'économie. Non, eux, ils ont des problèmes économiques. Nous en avons. Alors, avant de poursuivre notre échange, je vous propose cet entretien mené par Adrienne Godem. Elle s'est entretenue voilà, avec Gédéon Baleke, analyste politique, qui se trouve en Nairobi, au Kenya. Nous reviendrons tout de suite après avoir écouté son avis. Et voilà, nous nous excusons pour ce léger incident technique. Vous aurez cet élément dans nos prochaines éditions de l'information. Je vais continuer avec Serge Espoir Matomba et Suzanne Kalalobe qui sont avec moi. La Guinée est aujourd'hui 3e pays mondial producteur de bauxite. C'est vrai qu'on ne le martèle pas assez. Les multinationales profitent de nos richesses, des richesses africaines, je m'inclus. Quel pays, selon vous, profitera le plus de cette instabilité qu'il y a en Guinée? Les multinationales. Non, de manière générale. Non, c'est les multinationales, ce n'est pas un pays en tant que tel. Parce que c'est les multinationales qui dominent le monde. C'est elles qui dictent à Davos les conditions politiques, aux politiques. Quand vous considérez et vous regardez Davos, c'est eux qui parlent, c'est elles qui parlent. Les armes de la guerre, les multinationales de la guerre, de la drogue et d'autres trafics. Maintenant, quand Serge Matomba martèle en disant l'éducation, la culture, je dis qu'il faut définir des priorités dans l'analyse. Je ne dis pas qu'il faut dire tel ou tel est responsable. Quelque part, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'où vient cette situation. Pour vous, c'est votre credo, c'est d'abord l'éducation. Pour moi, 5 siècles d'esclavage ont produit la situation dans laquelle nous sommes. Pour vous, en fait, la situation que traversent les pays africains ne leur permet pas de sortir de cette... Non, ce n'est pas ça. Si les pays africains n'ont pas conscience de la chaîne à laquelle ils sont rivés et attachés, et s'ils parlent comme lui, on ne va pas s'en sortir. Attendez. Et s'ils parlent... Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. On ne va pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la velléité ou le volontarisme d'un certain nombre de croyances qui changent la donne. C'est des actions. Il faut non seulement des actions, mais surtout la pleine conscience de quelle est la priorité à tel ou tel moment. Sur quoi devons-nous mettre l'accent à tel ou tel moment? Une fois qu'on connaît, je dirais qu'une situation, c'est un agrégat de plusieurs causalités. Ce n'est pas une seule causalité et ce n'est pas un seul responsable. Maintenant, quelle est la priorité? Vers quoi devons-nous combattre? Je répète, les groupes du Sahel, les pays du Sahel sont confrontés d'abord à la désertification, ensuite à la précarité, ensuite au djihadisme, ensuite à l'insécurité militaire et enfin au fait que les États de cette zone sont extrêmement fragiles, fragilisés par justement ces multinationales. Et contrairement à ce que l'on peut penser, que ce soit des pays comme le Mali, la Guinée, le Niger, pour le peu que j'en connais, ce sont des pays dans lesquels la plupart des citoyens ont conscience de qui ils sont et de l'éducation qu'ils ont. Quand on voit l'empire du Mali, le pays d'Ogon, qui s'étend du Mali à la Guinée jusqu'à une partie du Niger, on s'aperçoit que ce sont des gens très conscients de ce qu'ils sont eux-mêmes. Maintenant, pourquoi n'arrivent-ils pas, malgré cette conscience d'eux-mêmes, à se sortir de là? Parce qu'ils pensent que le problème n'est pas là où moi je le place. C'est mon point de vue.
Voyez, et je sais qu'une fois que les multinationales décident de s'emparer de votre bauxite, de votre uranium, parce que même Alpha Condé a résisté à Areva. Il a résisté à l'insistance des Français. Il a dit oui, non, il était assez radical. Il a été radical. Sur les relations de son pays avec notre uranium. Et qui vous dit que finalement on n'a pas activé ce coup d'État pour finir avec la question de l'uranium? Je vois que Serge Espoir va briller un tout petit peu de... Non, je suis très souriant quand j'entends ma grande sœur parler. Parce qu'en réalité, penser comme elle, c'est ce qui nous empêchera justement d'évoluer et puis d'évoluer ou même de développer nos différents pays. J'ai l'habitude de dire qu'un enfant qui vient dire à son père à la maison, « Papa, j'ai grandi, je veux partir », n'est pas grand. En fait, il demande la permission à son père de partir. Mais lorsque le papa constate que vous vous prenez déjà en charge, vous êtes indépendant, vous avez réussi à acquérir votre indépendance. Vous avez la capacité. Alors, il ne vous pose pas la question si vous voulez partir ou pas. Il comprend qu'il n'a plus rien à faire auprès de vous. Ou alors, s'il doit continuer à vous donner des conseils, n'est-ce pas, il le fera, il parlera là à un homme. Aujourd'hui, nous ne devons plus être dans la position des victimes. C'est en fait ça mon problème. C'est-à-dire refuser de dire que tout ce qui nous arrive, c'est à cause des autres. Je suis d'accord avec vous. Qu'après 5 siècles de colonisation, je suis d'accord avec vous. Que ceci s'est passé, je suis d'accord avec vous. Mais alors, est-ce que nous devons continuer à dire que c'est à cause de ça que nous ne nous levons pas? Je pense qu'il y a une confusion. Et il faut donc que nous réussissons, n'est-ce pas, à évoluer en nous disant, oui, nous savons. Mais il ne faut jamais perdre de vue, grande sœur, qu'ils le feront toujours. Ils ne nous tendront jamais la main pour que nous puissions évoluer. Tant que les pays africains se le font. Ils le feront toujours. Mais il est de notre devoir, il nous revient, n'est-ce pas, de comprendre, n'est-ce pas, ce qui devrait nous amener à nous développer véritablement. Aujourd'hui, nous avons des pays en Afrique qui sont des exemples, mais qui ont des multinationales dans ces pays-là. Mais les multinationales ne réussissent pas à imposer leurs lois dans ces différents pays. Il y a des pays en Afrique. Donc, il suffit, il y en a, je pourrais citer quelques exemples. Donc, il faut aujourd'hui que l'Africain arrête de pleurer et se dise « j'ai du travail ». Je dois me lever pour me battre pour mon pays, je dois me lever pour me battre pour mon pays, pour ma nation et pour mon Afrique. Il s'agit de cela aujourd'hui. Suzanne, vraiment, on va éviter le jeu de ping-pong, on revient. Vous avez dit que c'était un débat. Moi, j'aimerais savoir, vous avez dit que c'était un débat, non? Que préconisez-vous comme solution pour sortir de cette situation? De difficulté et ne pas rêver. D'accord. Tant qu'on n'a pas conscience de la profondeur de la connexion et de la dépendance, on ne va pas s'en sortir. On ne se sort pas d'une situation difficile comme celle-là par des simples mots ou par un simple volontarisme. C'est tout un processus, vous voulez Non dire. seulement un processus, mais la conscience de chaque chose qui pèse dans la libération. Quand il prend l'exemple d'un enfant qui dit à son père « je veux partir », non, je ne suis pas en train de dire qu'on doit demander l'autorisation. Je suis en train de dire qu'on doit prendre conscience du poids de la dépendance. Et je ne suis pas en train de me poser comme une victime, pas du tout. Avoir conscience de ses faiblesses, ce n'est pas dire qu'on est victime. Avoir conscience du poids des multinationales sur notre économie, je ne me pose pas en victime, c'est une réalité. Et vouloir échapper à cette réalité par un simple volontarisme ou coup de gueule, on ne s'en sort pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on demande l'autorisation à ces multinationales. Je suis en train de dire qu'elles existent, qu'elles pèsent d'un poids lourd et que pour les combattre, il faut une autre stratégie qu'une seule stratégie, je dirais, naïve et volontariste. C'est-à-dire, il faut s'armer, s'organiser. Vous me dites quelle est ma solution? Il faut s'organiser. De manière pratique? Oui. C'est de s'organiser? Non. De manière pratique, je ne peux pas prétendre avoir les clés. Vous savez pourquoi? Je ne représente pas tous ces pays. Je n'ai pas la pleine mesure de Vous êtes africaine et on vit certaines réalités. Non, je n'ai pas la pleine mesure de cette complexité. Et je serais un peu prétentieuse de dire voilà ma solution, parce que je ne suis pas là où il faut. Mais par contre, en tant qu'analyste, je peux suggérer des pistes de réflexion qui peuvent dégager des stratégies valables. Mais dire que, bon, quand on dit qu'il faut s'organiser, quand lui dit qu'il faut l'éducation, ce n'est pas des solutions concrètes. Attendez, monsieur Matoma. Ce n'est pas des solutions concrètes, c'est d'un vœu pieux, comme moi.
Ce que je suis en train de dénoncer sont que des vues pures. Organisez-vous. Mais pour qu'on s'organise et qu'on s'assoie sur une stratégie, il faut qu'on ait conscience de quelles sont les causes qui pèsent les unes plus que les autres et comment on doit déconstruire par étapes pour arriver à une émancipation. Merci Suzanne. On va écouter d'abord Serge Espoir, oui, vous permettez. Mais maintenant, je saisis très bien Suzanne. On ne peut pas se comprendre parce qu'à l'étape où elle est, moi, j'ai déjà dépassé cette étape. C'est-à-dire que j'ai déjà pris conscience. Oui, non, j'ai déjà pris conscience. Nous reviendrons. Je suis allé Nous reviendrons, Serge Espoir. C'est-à-dire, j'apporte déjà les solutions. Et puis je vais dire, non, c'est pas un énoncé. Nous reviendrons, Serge Espoir. Que vous permettez, oui, avant de poursuivre, s'il vous plaît, on va écouter un autre analyste politique, Gédéo Balkele, qui s'est entretenu avec Adriano Bodem. On va écouter son analyse, pour ne pas faire une redondance, son analyse de cette situation qui prévaut en Guinée-Conakry. Je vous propose d'écouter. La Guinée vient d'essuyer un autre coup d'État depuis le 5 septembre 2021. Les putschistes sont à la tête du pays et annoncent procéder au redressement du pays avant de rétrocéder le pouvoir aux civils. À Nairobi, au Kenya, nous allons retrouver l'analyste politique Gédéon Balkele pour analyser cette situation en Guinée-Conakry. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est un plaisir de vous avoir. Est-ce qu'on peut dire que la tradition des coups d'État, une fois de plus, malheureusement respectée en Guinée-Conakry? Oui, on peut le dire de cette façon parce que la Guinée-Conakry a expérimenté d'autres coups dans le passé, mais la nature de ce coup d'État est totalement différente par rapport aux autres coups subis dans les passés dans cette République. Alors, vu la situation actuelle, parce que le motif principal, selon le général, le colonel, Doumbouya, c'est que la situation sociale à Guinée était devenue une autre chose. Donc, la situation se dégrade chaque jour davantage. Et ce sont les raisons qui ont poussé ces militaires à faire ces coups d'État. C'est juste parce que rien n'est marché dans les pays, selon ce qu'il a dit dans son premier discours après avoir fait les coups d'État. Est-ce que les coups de force sont pour l'heure le seul moyen, notamment en Afrique subsaharienne, pour qu'on arrive à avoir une alternance à la tête des pays? Non, je ne dirais pas ainsi, parce que ça fait un temps que nous voyons la reprise de cette culture-là des coups d'État. Nous l'avons vu récemment au Mali. Aujourd'hui, c'est les Guinées. Personne ne sait ce qui va se passer prochainement dans un autre pays. Mais il ne faut pas juste analyser les coups. On doit entrer à profondeur. Quelle est la cause principale de ces coups dans ces pays? C'est là qu'on doit plutôt baser nos réflexions. La cause principale de ces coups, c'est la détérioration du tissu social, les conditions de vie des populations qui se détériorent chaque jour. Et comme il a dit, la personnification de la classe politique, la corruption, le clientélisme au sein des institutions, donc la concentration des ressources au sein d'une poignée de la population. Et c'est ça qui crée un problème et c'est ça qui occasionne ces genres de coups. Donc c'est là qu'on doit baser nos analyses. À chaque fois, on a la communauté internationale, notamment, on a l'Union africaine, la CEDEAO, et les autres pays, notamment les États-Unis, la Turquie, la France, le Nigeria, qui condamnent de façon ferme ces coups d'État-là. Mais est-ce qu'il suffit aujourd'hui simplement de réagir après coup? Est-ce qu'on ne peut pas anticiper? Voilà, vous savez, ces pays condamnent, ils ne peuvent que le faire, mais la condamnation ne suffit pas. La condamnation ne suffit pas. Pourquoi? Il faut regarder, comme je viens de vous le dire tout de suite, il faut regarder l'origine de ces coups. Pourquoi il y a coup d'État aujourd'hui? Il y a un coup d'État constitutionnel à novembre en Guinée, mais personne n'en a parlé. Même l'Union africaine n'a pas condamné. Le président Condé a fait un coup d'État constitutionnel, a modifié la Constitution pour chercher à s'éterniser au pouvoir. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a un coup d'État et paradoxalement, tout le monde condamne. Alors ça, pour moi, je considère ça de la pire hypocrisie. Parce que ce pays devrait plutôt condamner les coups d'État constitutionnels, et
entre les coups d'État constitutionnels et les coups d'État militaires, je ne vois pas de différence. C'est le vol, c'est la déstabilisation de la nation guinéenne qui se passe avec ce genre de choses. Est-ce qu'on peut arriver à dire que cette communauté internationale n'est pas quelque part complice de ce qui se passe dans ces pays-là? On a l'intention de penser à cela. On a l'intention de penser à cela, vu la situation actuelle, parce que il y a plusieurs théories derrière ces coups. Il faut comprendre d'ailleurs que le colonel Mamadou, il a été entraîné par l'armée américaine. Même les gens avec qui ces commandos, ils ont été entraînés par l'armée américaine. Il y a des similarités d'ailleurs avec le colonel ayant exécuté un coup d'État au Mali. Donc, il y a des similarités. Nous devons juste essayer de faire beaucoup plus d'analyse et voir ce qui se passe réellement dans cette région ces derniers temps, parce qu'il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs questions qui sont floues et nous devons essayer d'exécuter des analyses approfondies pour découvrir réellement ce qui se passe. Mais du fait de la situation actuelle, nous savons que le résultat de ces coups, ce qui a occasionné ces coups, les coups d'État constitutionnels du président Condé, qui s'est éternisé au pouvoir, et pendant que la population est fatiguée de lui. Alors l'armée s'est dit non, on doit prendre les pouvoirs parce que rien ne va dans les pays. Et comme l'a dit le colonel Doumbaya, l'armée, lorsque le gouvernement échoue, l'armée doit protéger la population. L'armée doit défendre la population. L'armée doit être là pour la population. C'est ça le rôle de l'armée. C'était Gédéon Bikele au micro d'Adrien Obodem-Honneur aux dames. Je commence par Suzanne. Alors, quelle est votre appréciation de l'analyse de Gédéon? C'est la sienne. Je ne porte pas de jugement. Je ne partage pas tous les éléments et les arguments qu'il donne. Et je ne suis pas du tout sûre que l'armée défend le peuple. Pas du tout. Parce qu'encore une fois, si l'armée était l'émanation du peuple, ce n'est pas par la force qu'il prendrait le pouvoir. Et si vraiment il pense qu'il est là pour le peuple, elle est là plutôt, elle devrait organiser. Ensuite, je crois que l'alternance, entre guillemets, produite par un coup d'État ne produit pas les effets escomptés tant qu'encore une fois, le groupe qui prend le pouvoir n'est pas conscient de là où vient le problème. Si on limite les problèmes de nos pays à la seule malgouvernance, alors chacun qui arrive avec des nouvelles promesses devrait être capable de rétablir les situations. Or, il y a eu beaucoup de changements à la tête des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui sont le résultat soit comment vous appelez ça, des mutineries militaires, soit de coups d'État. Pour autant, la situation sociale, économique, culturelle et politique du peuple n'a pas changé. Donc, gardons-nous d'avoir des appréciations qui se limitent à ce que j'appellerais la superstructure et essayons de nous attaquer à l'infrastructure, c'est-à-dire les véritables réformes économiques qui doivent être faites pour avoir le contrôle de nos ressources minières, aurifères, diamantaires, tout ce que vous voulez, ou pétrolières. Si on n'a pas ce programme en tête, alors on va se retrouver dans un cycle infernal de coups d'État et aussi de mécontentement constant du peuple. Alors Serge Espoir, vous avez fait une petite mimique tout à l'heure lorsqu'il a parlé d'anticiper ces coups d'État-là. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je pense que le discours, il reste le même chez la plupart des analystes. C'est-à-dire, on vous dira que le coup d'État a été fait ou opéré, n'est-ce pas, à cause de la crise sociale, des problèmes X. C'est-à-dire, c'est le même discours. C'est-à-dire, on a toujours, n'est-ce pas, des raisons pour justifier n'est-ce pas ce qui s'est fait. Je l'ai dit en l'entame ici que nous sommes entrés dans la démocratie sans être prêts, en réalité. Le plus grave que nous avons commis, c'est que nous avons montré qu'il y a des hommes dans une société qui sont plus importants que les autres, du simple fait qu'ils tiennent les armes. Lorsque j'ai parlé d'éducation ici, ce n'était pas pour dire que c'est tout simplement une classe qu'il faut éduquer. Et là encore, je parle de l'éducation académique, l'éducation familiale, l'éducation de la société. Et il faut surtout noter que le développement est stratégique. À partir du moment où vous avez une véritable vision claire, vous pouvez donc stratégiquement définir comment est-ce que votre développement se fera. Regardez comment on nous a réduits aux richesses de nos différents sous-sols.
comment on peut nous faire croire que seulement par ces richesses que nous allons arriver, n'est-ce pas, à développer nos différents pays ou à construire nos pays. Les pays qui n'en ont pas, comment est-ce qu'ils font pour prospérer? Comment est-ce qu'on a réussi à nous réduire et à démontrer que, bon, à partir du moment où un dirigeant arrive au pouvoir, voilà encore une autre bêtise. C'est-à-dire que, quand je le disais, nous sommes entrés dans la démocratie. Ok, Alpha Condé est le premier dirigeant guinéen à être élu par les urnes. Il arrive, on a connu Alpha Condé grand opposant. Quelques disent après le second mandat, il change la constitution pour un troisième qui lui ouvrira la porte à un autre quatrième. Mais est-ce que le temps qu'il a eu en tant que président lui a permis, n'est-ce pas, de travailler ou de dérouler ce qu'il avait programmé pour le pays? Ça, c'est une question. Bon, je ne dis pas qu'il fallait qu'il fasse 20 ans pour pouvoir résoudre, non. Mais alors, c'est pour dire que vous allez vous rendre compte que nous ne sommes pas prêts et nos différentes sociétés ne sont pas prêtes pour la démocratie. Mais malheureusement, nous la vivons et nous essayons de l'appliquer comme les autres qui ont une certaine évolution dans leur société, l'appliquent chez eux. Et c'est pour cette raison que vous allez voir dans ce type d'analyse, on va vous dire, oh, les conditions sociales, la structure, la violation de ceci, les droits de l'homme même, et bien d'autres choses. C'est à cause de ça que, voilà, on va opérer, certaines personnes sont passées par la force pour reprendre le pouvoir, et ces personnes ne vont pas rétablir l'autre. Quelques années plus tard, on va très vite se rendre compte, et plus tard, ce sera un autre coup d'État et un autre coup d'État. Et nous sommes tout simplement, nous devenons la risée du monde, et ça ne nous fait pas grandir. Alors, nous arrivons bientôt au terme de cette édition de l'information. Suzanne, un dernier mot. Moi, je ne suis même pas d'accord un peu avec ce qu'il dit. Vous savez pourquoi? Alors, vous n'aurez pas été d'accord durant Non, c'est normal, c'est le débat. Vous savez pourquoi? Non. C'est à cause de notre sous-sol et de nos richesses que le monde entier nous convoite. Okay. C'est à cause de cela que nous sommes là où nous sommes. L'esclavage, ça n'a pas été une œuvre de salut, pas du tout. La colonisation non plus. Ce n'était pas pour notre bien et par gentillesse ou même pour la démocratie. C'est pour ces richesses que nous sommes exploités, comment on appelle ça, galvaudés et malmenés. Si nous n'avons pas conscience qu'il nous faut nous organiser pour prendre possession de ce que notre sol contient, alors on n'y arrivera pas. Et monsieur a tort de penser que parler de crise sociale, économique, politique, c'est un pis-aller. Non, c'est un fond. C'est-à-dire c'est le résultat d'une situation. Et s'il veut prendre le pouvoir sans s'attaquer aux causes de la situation dans laquelle les peuples africains se trouvent, alors il aura du mal à rester au pouvoir. Et le problème justement de beaucoup d'opposants et d'hommes politiques, c'est que tant qu'ils sont dehors, ils voient les choses d'une certaine manière. Quand ils sont dedans, ils se rendent compte de l'œuvre titanesque qu'ils doivent accomplir et n'ont pas les moyens pour ça. Merci beaucoup Suzanne, merci Serge Espoir Matomba. En rappel, le dimanche 5 septembre 2021, les forces spéciales guinéennes ont capturé le président Alpha Condé. Ces forces spéciales ont alors annoncé la dissolution des institutions. Ce coup d'État survient après plusieurs mois de crise politique et socio-économique observée dans le pays. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.